Mesdames, messieurs, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Dépendamment qui côté qui l'heure, nous pouvons regarder tant de vidéos ça. Moi salue nous l'autre fois encore. Bienvenue sur Chanel Paula, Chanel Information, Chanel Référence là, Carl Lolo. Mais content de retrouver l'autre fois encore des micros ça pour me porter une nouvelle vidéo pour nous. Restez sur Chanel là, pas déplacé. Carl Lolo a porté bon nouvelle pour nous. Vladimir Poutine participe à attaquer l'Ukraine. Il y a une raison qui cause guerre a éclaté entre l'Ukraine avec la Russie. Vladimir Poutine a fait une déclaration avant l'attaque là. Il a demandé pour tout soldat déposer les armes, rentrer la caillou à jeune famille en paix. Si on néglige fait ça, il y a un pile conséquences qu'après tant eh bien Vladimir Poutine attaqué. Il fait déclaration ça 21 février et puis le 24 il attaqué. Restez sur Chanel là, n'a tourné c'est tout point ça qu'a fait essentiel l'actualité pour aujourd'hui, n'a tourné. Mesdames, messieurs, nous retournons encore pour continuer avec l'actualité. Guerre qui éclaté entre l'Ukraine avec la Russie, a un gros impact dans le monde là. Il fait gros impact dans le monde là parce que l'autre pays qui ses amis l'Ukraine, qui ses amis les États-Unis, ils pas prêté comme ça. Ou mettre temps pour une réponse sur ça qui passait dans le pays Ukraine. Nous pourrons faire entendre Vladimir Poutine qui a parlé qui cause attaque sa fête. Aujourd'hui, il me semble nécessaire de revenir sur les événements tragiques qui se déroulent dans le Donbass et sur les questions clés liées à la sécurité de la Russie. Je vais commencer par ce que j'ai dit dans mon discours du 21 février de cette année. Je me réfère à ce qui nous préoccupe particulièrement, à savoir les menaces fondamentales que font peser sur notre pays de manière démesurée et arrogante, pas à pas, année après année, les hommes politiques occidentaux irresponsables. Il s'agit de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, du fait que ces infrastructures militaires s'approchent des frontières de la Russie. On sait très bien que depuis 30 ans, nous nous efforçons, avec persistance et patience, de parvenir à un accord avec les principaux pays de l'OTAN sur les principes de sécurité égale et indivisible en Europe. En réponse à nos propositions, ça n'a toujours été que soit des tromperies et des mensonges cyniques, ou des tentatives de pression et de chantage, alors que l'Alliance Atlantique, malgré toutes nos protestations et préoccupations, ne cesse de s'élargir. La machine de guerre est en marche, et, je le répète, elle s'approche très près de nos frontières. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Pourquoi cette attitude arrogante consistant à parler dans l'optique de sa propre exclusivité, infaillibilité et permissivité? D'où vient cette attitude indifférente et dédaigneuse à l'égard de nos intérêts et de nos demandes absolument légitimes? La réponse est claire. Tout est clair et évident. L'Union soviétique s'est affaiblie à la fin des années 80, puis elle s'est effondrée. Tout ce qui s'est passé à l'époque est une bonne leçon pour nous aujourd'hui. Cela a mis en exergue que la paralysie du pouvoir et de la volonté est le premier pas vers la dégradation complète et l'oubli. Dès que nous avons perdu notre confiance en nous-mêmes, un certain temps, l'équilibre des pouvoirs dans le monde a été rompu. Cela a conduit à une situation où les traités et accords existants ne sont plus réellement en vigueur. La persuasion et les demandes n'ont aucun effet. Tout ce qui ne convient pas aux détenteurs de l'hégémonie, aux grands de ce monde, est qualifié d'archaïque, obsolète et inutile. Et inversement, tout ce qui leur semble avantageux est présenté comme la vérité ultime,
est imposée à tout prix, de manière insolente, par tous les moyens. Ceux qui ne sont pas d'accord finissent à genoux. Ce dont je parle maintenant ne concerne pas seulement la Russie, et nous ne sommes pas les seuls à être préoccupés par cela. Il s'agit de l'ensemble du système de relations internationales, et parfois même les alliés des États-Unis eux-mêmes. Après l'effondrement de l'URSS, le monde a été de fait remodelé et les normes établies du droit international, dont les principales, fondamentales, ont été adoptées à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ont largement consolidé ces résultats, ont commencé à gêner ceux qui se sont déclarés vainqueurs de la guerre froide. Bien sûr, dans la vie pratique, dans les relations internationales, dans les règles pour les organiser, il était nécessaire de prendre en compte les changements de la situation dans le monde et de l'équilibre même des forces. Mais cela aurait dû être fait de manière professionnelle, progressivement, avec patience, en prenant en compte et en respectant les intérêts de tous les pays et en pleine conscience de leurs responsabilités. Or non, en raison de l'euphorie due à la supériorité absolue, d'une sorte de forme moderne d'absolutisme, et dans le contexte d'un faible niveau de culture générale et de fatuité de ceux qui ont préparé, pris et promu des décisions qui étaient rentables uniquement pour eux-mêmes, la situation a pris une tournure différente. Voici des exemples tout trouvés. Tout d'abord, sans aucune autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, ils ont mené une opération militaire sanglante contre Belgrade. Ils ont utilisé des avions, des missiles en plein cœur de l'Europe. Plusieurs semaines de bombardements continus sur des villes pacifiques, sur des infrastructures vitales. Il est nécessaire de rappeler ces faits, car certains collègues occidentaux n'aiment pas se souvenir de ces événements. Et quand nous en parlons, ils préfèrent faire référence non pas aux normes du droit international, mais aux circonstances qu'ils interprètent comme ils l'estiment nécessaires. Cependant, les technologies, y compris en matière de défense, évoluent rapidement. Le leadership dans ce domaine a changé et changera encore demain. Tandis que la conquête militaire des territoires adjacents à nos frontières, si nous laissons cela se produire, se poursuivra pendant des décennies, ou peut-être pour toujours. Et cela constituera une menace toujours plus grande et totalement inacceptable pour la Russie. Aujourd'hui même, alors que l'OTAN s'étend vers l'Est, la situation pour notre pays se dégrade et devient chaque année plus dangereuse. En outre, ces derniers jours, les dirigeants de l'OTAN ont explicitement évoqué la nécessité d'accélérer, de forcer l'avancée des infrastructures de l'Alliance vers les frontières de la Russie. En d'autres termes, ils renforcent leur position. Nous ne pouvons plus nous contenter de regarder ce qui se passe. Ce serait complètement irresponsable de notre part. La poursuite de l'expansion de l'infrastructure de l'Alliance Atlantique, la conquête militaire des territoires de l'Ukraine qui a commencé, tout cela est inacceptable pour nous. Le problème, bien sûr, ce n'est pas la structure de l'OTAN elle-même. Elle n'est qu'un instrument de la politique étrangère des États-Unis. Le problème est que sur les territoires qui nous sont adjacents, je vous le fais remarquer, sur nos propres territoires historiques, une anti-Russie est en train d'être créée, qui a été placée sous un contrôle extérieur total, qui est colonisée de manière active par les forces armées des pays de l'OTAN, et où il y a un afflux d'armes les plus modernes. Pour les États-Unis et leurs alliés, il s'agit de ce qui est qualifié de politique de dissuasion de la Russie, de dividende géopolitique évident. Et pour notre pays, c'est finalement une question de vie ou de mort. La question de notre avenir historique en tant que peuple. Ce n'est pas une exagération, c'est la vérité. C'est une menace réelle, non seulement pour nos intérêts, mais pour l'existence même de notre État, pour sa souveraineté. C'est cette même ligne rouge dont on a parlé à plusieurs reprises. Ils l'ont franchie. Par conséquent, il faut parler de la situation dans le Donbass. Nous voyons que les forces qui ont effectué un coup d'État en Ukraine en 2014 ont pris le pouvoir et le conservent, de fait, à l'aide de procédures électorales décoratives et ont finalement renoncé à un règlement pacifique du conflit.
Pendant 8 années infiniment longues, nous avons fait tout notre possible pour que la situation soit résolue par des moyens pacifiques et politiques. Tout cela en vain. Comme je l'ai dit dans mon précédent discours, on ne peut pas regarder sans compassion ce qui se passe là-bas. Il n'était tout simplement plus possible de supporter tout cela. Il était nécessaire de mettre fin immédiatement à ce cauchemar, au génocide des millions de personnes qui y vivent, dont le seul espoir est la Russie, dont le seul espoir est en nous. Ce sont ces aspirations, ces sentiments, la douleur des gens qui ont été pour nous le principal motif pour décider de reconnaître les républiques populaires du Donbass. Voilà ce qui me paraît important de souligner davantage. Les principaux pays de l'OTAN, pour parvenir à leurs propres objectifs, soutiennent en Ukraine les nationalistes extrêmes et les néo-nazis, qui à leur tour ne pardonneront jamais aux Criméens, aux habitants de Sébastopol, leur libre choix, à savoir la réunification avec la Russie. Bien sûr, ils iront en Crimée, tout comme dans le Donbass, portant la guerre, afin de tuer, tout comme les punisseurs des gangs de nationalistes ukrainiens, complices d'Hitler pendant la Grande Guerre patriotique, qui massacraient des personnes sans défense. Et ils déclarent aussi ouvertement revendiquer un certain nombre d'autres territoires russes. Tout le cours des événements et l'analyse des informations reçues montrent que l'affrontement de la Russie avec ses forces est inévitable. Ce n'est qu'une question de temps. Ils se préparent, ils attendent le moment favorable. Maintenant, ils revendiquent également la possession d'armes nucléaires. Nous ne laisserons pas faire ça. Comme je l'ai déjà mentionné auparavant, après l'effondrement de l'URSS, la Russie a accepté de nouvelles réalités géopolitiques. Nous respectons et nous traiterons avec respect tous les pays nouvellement formés dans l'espace post-soviétique. Nous respectons et respecterons leur souveraineté, comme en témoigne l'aide que nous avons apportée au Kazakhstan, qui a fait face à des événements tragiques et à un défi lancé à son statut d'État et à son intégrité. Mais la Russie ne peut pas se sentir en sécurité, se développer, exister avec une menace constante venant du territoire de l'Ukraine contemporaine. Je rappelle que dans les années 2000-2005, nous avons riposté militairement aux terroristes du Caucase, défendu l'intégrité de notre État, préservé la Russie. En 2014, nous avons soutenu les Criméens et les résidents de Sébastopol. En 2015, nous avons utilisé les forces armées pour mettre un obstacle sûr à l'infiltration de terroristes de Syrie en Russie. Nous n'avions pas d'autre moyen de nous protéger. La même chose se produit à l'heure actuelle. On ne nous a tout simplement pas laissé d'autres possibilités de protéger la Russie, notre peuple, à l'exception de celles que nous devrons utiliser aujourd'hui. Les circonstances exigent que nous prenions des mesures décisives et immédiates. Les républiques populaires du Donbass ont demandé de l'aide à la Russie. À cet égard, conformément à l'article 51, partie 7 de la Charte des Nations Unies, conformément à l'autorisation votée par le Sénat de la Fédération de Russie et en application des traités d'amitié et d'assistance mutuelle avec la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk, ratifiés par l'Assemblée fédérale le 22 février dernier, j'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui souffrent des abus et du génocide de la part du régime de Kiev depuis 8 ans. À cette fin, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine et de poursuivre en justice ceux qui ont commis des crimes nombreux et sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie. Dans le même temps, nous ne planifions pas d'occuper des territoires ukrainiens. Nous n'avons pas l'intention d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit par la force. Cependant, nous entendons de plus en plus souvent dire en Occident que les documents signés par le régime totalitaire soviétique qui instaurèrent les résultats de la Seconde Guerre mondiale ne devraient plus être appliqués. Eh bien,
Quelle est la réponse à cette question? Les résultats de la Seconde Guerre mondiale sont sacrés, tout comme les sacrifices de notre peuple sur l'autel de la victoire sur le nazisme. Et cela ne contredit pas les hautes valeurs des droits de l'homme et des libertés fondées sur les réalités de toutes les décennies d'après-guerre. Cela n'annule pas non plus le droit des peuples à l'autodétermination stipulé par l'article 1er de la Charte des Nations Unies. Je tiens à vous rappeler que ni lors de la création de l'URSS, ni après la Seconde Guerre mondiale, personne n'a jamais demandé aux habitants de certains territoires faisant partie de l'Ukraine d'alors comment ils voulaient eux-mêmes organiser leur vie. Non. La tragédie à laquelle des centaines de milliers, des millions de personnes ont été condamnées, non seulement en Libye, mais dans toute cette région, a provoqué un exode migratoire massif de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient vers l'Europe. Un sort similaire a été réservé à la Syrie. Les opérations militaires de la coalition occidentale sur le territoire de ce pays, sans le consentement du gouvernement syrien et sans la sanction du Conseil de sécurité de l'ONU, ne sont rien d'autre qu'une agression, une intervention. Cependant, l'invasion de l'Irak, qui n'avait aucun fondement juridique non plus, occupe une place particulière. Comme prétexte, ils ont choisi les prétendues informations fiables dont auraient disposé les États-Unis sur la présence d'armes de destruction massive en Irak. Pour preuve, le secrétaire d'État américain agitait publiquement devant le monde entier un tube rempli de poudre blanche assurant tout le monde qu'il s'agissait d'une arme chimique en cours de développement en Irak. Et puis il s'est avéré que tout cela était une manipulation, du bluff. Il n'y avait pas d'armes chimiques en Irak. C'est incroyable, surprenant, mais le fait est là. Il y a eu des mensonges au plus haut niveau étatique et du haut de la tribune de l'ONU. Et en conséquence de cela, il y a eu des sacrifices énormes, des destructions, une progression incroyable de terrorisme. En fait, on a l'impression que pratiquement partout, dans de nombreuses régions dans le monde, là où l'Occident vient mettre en place son ordre, cela se termine en blessures sanglantes qui ne cicatrisent pas, en plaies que sont le terrorisme international et l'extrémisme. Tout ce que j'ai évoqué en est l'exemple le plus flagrant, mais ce n'est en aucun cas le seul exemple du mépris du droit international. S'ajoutent à cela les promesses faites à notre pays de ne pas étendre l'OTAN d'un pouce vers l'Est. Je le répète, ils ont menti, ou en termes populaires, ils nous ont tout simplement arnaqués. Oui, on entend souvent dire que la politique est quelque chose de sale, peut-être, mais quand même pas à ce niveau-là. Après tout, un tel comportement de tricheur contredit non seulement les principes des relations internationales, mais surtout les normes de moralité et d'éthique généralement reconnues. Où sont la justice et la vérité ici? Ce ne sont que des mensonges et de l'hypocrisie. Par ailleurs, des hommes politiques, des politologues et des journalistes américains eux-mêmes écrivent et parlent du fait qu'un véritable empire du mensonge a été créé aux États-Unis ces dernières années. Difficile de ne pas être d'accord avec ça, c'est ainsi. Mais il ne faut pas jouer les modestes. Les États-Unis restent un grand pays, une puissance avec un rôle moteur. Tous leurs satellites non seulement leur donnent raison, avec résignation et humilité, ils se joignent à leur rhétorique pour n'importe quelle raison. Mais ils copient également leur comportement. Ils acceptent avec enthousiasme les règles proposées. Par conséquent, nous avons toutes les raisons d'affirmer avec certitude que l'ensemble de ce qu'on appelle le bloc occidental, formé par les États-Unis à leur image, est dans cet ensemble, cet empire du mensonge. Quant à notre pays, après l'effondrement de l'URSS, malgré toute l'ouverture sans précédent de la nouvelle Russie moderne, la volonté de coopérer honnêtement avec les États-Unis et d'autres partenaires occidentaux, et dans les conditions d'un désarmement quasi unilatéral, ils ont immédiatement essayé d'aller jusqu'au bout, de nous achever, de nous détruire complètement. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 90, au début des années 2000, lorsque l'Occident, dit collectif, a soutenu très activement le séparatisme et les gangs de mercenaires dans le sud de la Russie. Quel sacrifice, quelle perte tout cela nous a-t-il alors causé? Quelles épreuves avons-nous dû traverser avant de briser définitivement le terrorisme international dans le Caucase? Nous nous en souvenons et nous ne l'oublierons jamais.
En fait, jusqu'à récemment, ils n'ont cessé de chercher à nous utiliser dans leurs propres intérêts, de détruire nos valeurs traditionnelles, de nous imposer leurs pseudo-valeurs, ce qui nous consumerait, nous, notre peuple, de l'intérieur. Ces attitudes qu'ils imposent déjà agressivement dans leur pays et qui conduisent directement à la dégradation et à la dégénérescence, car ils contredisent la nature humaine. Cela n'arrivera pas et personne n'y est jamais arrivé. Cela ne fonctionnera pas non plus maintenant. Malgré tout, en décembre 2021, nous avons une nouvelle fois tenté de nous mettre d'accord avec les États-Unis et leurs alliés sur les principes pour assurer la sécurité en Europe et le non-élargissement de l'OTAN. Tout cela en vain. La position américaine ne change pas. Ils ne considèrent pas comme nécessaire de négocier avec la Russie sur cette question clé pour nous. Ils poursuivent leurs propres objectifs et négligent nos intérêts. Et bien sûr, dans cette situation, nous nous demandons, que faire ensuite? À quoi s'attendre? L'histoire nous apprend qu'en 1940 et au début de 1941, l'Union soviétique a tenté d'empêcher, ou du moins de retarder, la guerre par tous les moyens. Pour ce faire, elle a essayé littéralement jusqu'à la dernière minute de ne pas provoquer un agresseur potentiel. Il n'a pas pris ou reporté les mesures les plus nécessaires et les plus évidentes visant à se préparer et repousser une attaque inévitable. Et les mesures qui ont finalement été prises étaient dramatiquement tardives. En conséquence, le pays n'était pas prêt à faire face à pleine capacité à l'invasion de l'Allemagne nazie qui attaquait notre patrie sans déclaration de guerre le 22 juin 1941. L'ennemi a été arrêté, puis écrasé, mais à un coût colossal. La tentative d'amadouer l'agresseur à la veille de la Grande Guerre patriotique s'est avérée être une erreur qui a coûté cher à notre peuple. Au cours des premiers mois de la guerre, nous avons perdu de vastes territoires stratégiquement importants et des millions de personnes. Nous ne ferons pas une telle erreur une deuxième fois. Nous n'en avons pas le droit. Ceux qui revendiquent la domination mondiale publiquement, en toute impunité et, je le souligne, sans aucune justification, nous déclarent, nous, la Russie, leur ennemi. En effet, ils disposent aujourd'hui de grandes capacités financières, scientifiques, technologiques et militaires. Nous en sommes conscients et nous évaluons objectivement les menaces qui nous sont adressées constamment dans le domaine de l'économie, ainsi que notre capacité à résister à ce chantage impudent et permanent. Je le répète, nous les évaluons sans illusion, de manière très réaliste. En ce qui concerne le domaine militaire, la Russie moderne, même après l'effondrement de l'URSS et la perte d'une grande partie de son potentiel, est aujourd'hui l'une des puissances nucléaires les plus fortes du monde, et elle dispose en outre d'avantages en ce qui concerne un certain nombre d'armes de pointe. Il ne devrait donc faire aucun doute qu'une attaque directe contre notre pays entraînerait une défaite et des conséquences désastreuses pour tout agresseur potentiel. Sur la liberté de choix permettant à chacun de déterminer en toute indépendance son propre avenir et celui de ses enfants. Et nous considérons qu'il est important que ce droit, le droit de faire son choix, puisse être exercé par tous les peuples vivant sur le territoire de l'Ukraine contemporaine, par tous ceux qui le souhaitent. À cet égard, je m'adresse également aux citoyens ukrainiens. En 2014, la Russie a été obligée de protéger les habitants de Crimée et de Sébastopol de ceux que vous traitez vous-même de nazis. Les habitants de Crimée et de Sébastopol ont choisi de rejoindre leur patrie historique, la Russie, et nous l'avons soutenu. Je le répète, il était tout simplement impossible de faire autrement. Les événements d'aujourd'hui ne sont pas liés à la volonté de porter atteinte aux intérêts de l'Ukraine et du peuple ukrainien. Ils sont liés à la nécessité de protéger la Russie elle-même contre ceux qui ont pris l'Ukraine en otage et tentent de l'utiliser contre notre pays et son peuple. Je le répète, nos actions relèvent de l'autodéfense, contre les menaces qui pèsent sur nous et contre un désastre encore plus grave que celui d'aujourd'hui.
Aussi difficile que cela puisse être. Je vous demande de le comprendre et je vous appelle à la coopération pour tourner au plus vite cette page tragique et avancer ensemble, pour ne permettre à personne de s'immiscer dans nos affaires, dans nos relations, mais les développer de manière indépendante, afin que cela réunisse les conditions nécessaires à la résolution de tous les problèmes et, malgré l'existence de frontières entre les États, nous renforcerait de l'intérieur comme si nous ne formions qu'un. Je crois en cela. Je crois que tel est notre avenir. Je dois également m'adresser aux militaires des forces armées ukrainiennes. Chers camarades, ce n'est pas pour que les néo-nazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir en Ukraine que vos pères, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères se sont battus contre les nazis en défendant notre patrie commune. Vous avez prêté serment d'allégeance au peuple ukrainien et non à la junte hostile au peuple qui pille l'Ukraine et persécute ce même peuple. Ne suivez pas ces ordres criminels. Je vous exhorte à déposer les armes immédiatement et à rentrer chez vous. Je tiens à le préciser. Tous les militaires de l'armée ukrainienne qui obéissent à cette exigence pourront librement quitter la zone des hostilités et retourner auprès de leur famille. Une fois de plus, j'insiste fortement. Toute responsabilité pour une éventuelle effusion de sang reposera entièrement sur la conscience du régime au pouvoir sur le territoire de l'Ukraine. Maintenant, quelques mots importants, très importants, pour ceux qui seraient tentés de s'ingérer dans les événements en cours. Quiconque essaiera d'interférer contre nous, et plus encore de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et mènera à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais fait face dans votre histoire. Nous sommes prêts à n'importe quelle évolution de la situation. Toutes les décisions nécessaires à cet égard ont été prises. J'espère être entendu. Chers citoyens, de la frontière ukrainienne et la zone commençait à être bombardée au petit matin. Quand je dis la zone, ça ne veut pas dire le côté russe forcément, ça veut dire que la frontière était très près et donc je commençais à entendre les bombardements. Les obus que j'ai entendus, ils tombaient, ça je peux le dire, mais je ne sais pas qui a déclenché les hostilités le premier. Ce que je peux dire, c'est que actuellement je suis partie un petit peu plus loin, je suis à une centaine de kilomètres de la frontière, je vois passer des bombardiers. Et il faut souligner que je suis en ce moment dans une zone où on ne se préparait absolument pas à ce qu'il y ait une offensive, puisque ce n'est pas la zone qui se trouve du côté des républiques séparatistes autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, que Vladimir Poutine a reconnu avant-hier, et où il a affirmé envoyer son armée. C'est une zone plus au nord, en face de la ville, de la deuxième ville. Voilà, vous entendez peut-être les bombardiers, j'en vois un passer actuellement. Donc je disais que je suis dans cette zone qui est en face de la ville, de la deuxième ville, grande ville ukrainienne du pays, Kharkiv. Et c'est une zone qui est contrôlée par le gouvernement ukrainien, c'est-à-dire que ce n'est pas une zone qui était en guerre précédemment. Donc on s'attendait plutôt à une offensive du côté du Donbass, là où Vladimir Poutine a affirmé envoyer son armée, bien que tout le monde sait qu'elle était déjà sur place avant même cette annonce. Et ici, toutes ces dernières semaines, il y avait une très très forte concentration de troupes, d'artillerie. On a observé ces images circuler sur Internet et ces témoignages qui faisaient état de chars envoyés depuis toutes les régions russes vers cette région. Et donc, il semblerait, non pas il semblerait, mais on peut le dire à coup sûr, hein, puisque je vous dis avoir entendu les bombardements, que les hostilités ont aussi été déclenchées dans la zone de Kharkiv. Ensuite, la question étant, quelle peut être l'ampleur de cette offensive et l'ampleur des hostilités? Vous disiez avoir vu des images de bombardements sur Kiev. Je n'ai pas d'informations de ce côté-là. Ce que je peux vous dire, c'est que ces derniers jours, des sources paramilitaires m'ont envoyé des messages très inquiétants me disant que l'ambition de Vladimir Poutine serait d'aller jusqu'au Dniepr, que l'attaque se ferait par 3 points. Côté Mariupol, c'est-à-dire au sud, en face donc, de cette république séparatiste autoproclamée de Donetsk. Côté Kharkiv, là où je me trouvais un petit peu plus tôt et où il y a eu des bombardements. Et aussi par le Bélarus, où il y avait une très impressionnante concentration de troupes russes et biélorusses, leurs alliés. Et donc ça, c'est directement au nord de Kiev.
Elena, bonjour. Vous le disiez, hein, ces bombardements vont finalement pour l'instant au-delà de ce que Vladimir Poutine avait en tout cas annoncé, même si ça restait assez flou, au-delà du Donbass. Pourquoi cette zone, notamment de Kharkiv, est-elle importante? Pourquoi est-ce que l'armée russe a décidé de venir et d'intervenir ici? Parce qu'il s'agit, d'après ce qu'on m'a expliqué, en tout cas de sources paramilitaires dans le commandement, ce serait de couper l'Ukraine en deux par le Dniepr. Alors, il faudrait voir une carte pour comprendre la géographie, mais vous savez que la Crimée a été annexée en 2014. Vladimir Poutine a toujours considéré que historiquement cette terre faisait partie de la Russie depuis qu'elle a été donnée par le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev à l'Ukraine. Donc ayant annexé cette péninsule, ce qui paraît très très probable, c'est qu'il veut la rejoindre par toute la partie terrestre. Maintenant, il s'agit donc de toute la zone qui serait à l'est du Dniepr. On a entendu Vladimir Poutine dans son discours, c'était avant-hier ou il y a 2 jours, le soir, très tard, lorsqu'il a dit que la Russie, que historiquement l'Ukraine était un pays qui n'existait pas, qu'il avait été créé par la Russie, que historiquement les frontières de la Russie étaient celles de l'Empire, que Lénine était responsable d'avoir créé des États au sein de l'Union soviétique et que l'Union soviétique aurait dû être un seul pays avec des régions autonomes comme l'aurait voulu le dictateur soviétique Joseph Staline. Donc ayant entendu ce discours, ayant entendu les menaces de Vladimir Poutine qui a directement dit vous voulez la décommunisation, nous allons vous montrer ce qu'est la décommunisation en Ukraine. Il faisait la référence au fait que depuis 2014 et depuis qu'il a, sans l'avouer, déclenché les hostilités dans le Donbass, eh bien, les Ukrainiens ont voulu s'affirmer, ils ont voulu renier leur passé soviétique, ils ont commencé à battre les statues de Lénine qui donc, selon Vladimir Poutine, leur avait donné l'indépendance et à qui ils auraient dû être reconnaissants. Et donc Vladimir Poutine poursuit là quelque chose qui ressemble à une restauration de la grandeur oubliée de l'URSS. Il l'a dit il y a quelques années, pour lui l'URSS est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, la chute de l'URSS, pardon, et le discours qu'il a prononcé, qu'on a entendu, ce devait être la seconde grande référence au fait qu'il voulait restaurer l'Union soviétique, mais non pas comme elle existait avec des États indépendants à l'intérieur, mais comme un empire en fait dans les frontières de l'Empire russe. Alors ça c'est des grands discours, c'est extrêmement ambitieux, mais on voit que concrètement il est en train d'essayer de reconquérir l'Ukraine. C'est vraiment, hormis le fait que cette guerre risque d'être très violente et très sanglante d'un point de vue humanitaire, il y a aussi un problème par rapport à l'opinion publique des populations sur place, puisque toute la partie ouest, en dehors de ces régions du Donbass, elle est clairement acquise à l'Occident, elle voulait clairement être dans l'Europe, elle voulait clairement